La géopolitique a horreur du vide et cette pulvérisation de plusieurs pays importants, la Syrie, le Yémen et les autres que j'ai cités, la Libye, et en plus une pulvérisation, une explosion très rapide, a généré une dynamique de ce que j'appellerais moi les tentations impériales. Nous avons le plaisir d'accueillir Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shalom. Alors, vous êtes ici dans le cadre de votre chronique, de votre émission Israël au cœur du Moyen-Orient. Alors, avec vous, ce matin, je voudrais que nous essayions de faire une sorte de panorama des principaux développements intervenus dans le Proche et le Moyen-Orient ces derniers jours, ces dernières semaines. Et on va commencer, puisqu'on est au début de l'année 2021, par les 10 ans de ces printemps arabes. Quel bilan peut-on dresser de ces révolutions ou de ces mini-révolutions dans le monde arabe aujourd'hui, 10 ans plus tard? En gros, on pourrait, pour aller vite, résumer cela à deux tendances. Tout d'abord, 10 ans, comme vous le disiez, après l'émergence des printemps arabes, on constate que plusieurs grands États de la grande région qu'on appelle Moyen-Orient, Maghreb et Mashrek ont explosé ou implosé. La Syrie, la Libye, le Yémen, le Bahreïn ou encore le Liban, voire même l'Irak, qui n'est pas stabilisé. Tout simplement, pourquoi? D'après l'avis unanime des experts, c'est parce que le découpage des frontières de ces États par les puissances coloniales à partir de 1916 et jusqu'après 1945 ne correspondait en rien aux réalités ethniques et religieuses de terrain. Et donc, si vous voulez, ça a mis du temps, mais ces cartes factices ont explosé. L'autre raison, ou plutôt le résultat de cette inadéquation entre les frontières et les réalités, c'est parce que justement la géopolitique a horreur du vide et cette pulvérisation de plusieurs pays importants, entre autres et surtout la Syrie, le Yémen et les autres que j'ai cités, la Libye, et en plus une pulvérisation, une explosion très rapide, a généré une dynamique de ce que j'appellerais moi les tentations impériales. C'est-à-dire que quand il y a plus les États ne marchent plus, oui, on voit réapparaître les tendances impériales, aussi bien d'ailleurs de la part de la Turquie, qui est l'ancien grand empire ottoman, que de l'Iran. Les plus gros avalent les plus faibles. Voilà, et il y a une tentation, une tentative aussi de ces deux pays pour imprimer leur marque sur la région. On le voit nettement du côté de l'Iran, et la Turquie aussi a ses propres objectifs. Alors, ça, c'est pour l'essentiel du conflit du printemps arabe. Mais par contre, il y a un élément que l'on ne peut pas ne pas remarquer quand on est en Israël depuis ces dernières années, et puis en particulier depuis la guerre civile en Syrie. C'est la présence, on va dire même l'omniprésence des Iraniens, des forces iraniennes, des brigades Al-Quds, de Qassem Soleimani, qui a été éliminé donc il y a un peu plus d'un an par les Américains. Et aujourd'hui, on voit que Israël continue presque de manière systématique, en dépit de tous les changements, que ce soit les changements diplomatiques ou autres, à cibler, on va dire, des bases militaires pro-iraniennes en Syrie. Pourquoi cet acharnement, on va dire, du côté israélien? Est-ce qu'il y a d'abord danger véritablement d'expansion à proximité des frontières avec Israël? Écoutez, il y a plusieurs facteurs. Vous notiez avec justesse que la première concrétisation de cette volonté impériale ou impérialiste, je dirais plutôt, des Iraniens, c'est leur présence en Syrie, à la frontière nord d'Israël, et aussi au Liban, par l'intermédiaire, entre autres, du Hezbollah. Et en fait, c'est intéressant de voir comment Tsahal et Israël qualifient cette campagne permanente qui a à peu près totalisé en 6 ans près de 1500 raids, énorme, c'est une statistique énorme, raids ou bombardements des infrastructures militaires, donc soit iraniennes, soit du Hezbollah ou même syriennes, sur les armes sophistiquées. On parle même de plusieurs milliers de morts parmi donc, le contingent militaire iranien, un chiffre qui est gardé très secret. Cette campagne est appelée la guerre entre les guerres, entre deux guerres, si vous voulez. C'est une campagne entre deux guerres. C'est comme si, bien que ce soit à basse intensité, que ce soit sporadique, Israël avait un front ouvert qui est d'éradiquer la présence iranienne en Syrie, parce que c'est la proximité, je dirais, géographique. Tout est très petit dans cette région sur la frontière nord, mais c'est aussi le fait que les Iraniens ont dépêché, si vous voulez, sont en train de construire des infrastructures pour fabriquer des missiles intelligents en aidant le Hezbollah, et donc il y a un danger stratégique vital, et c'est entre autres ce pourquoi, malgré la présence militaire russe... Alors justement, c'est à propos de la présence militaire russe, on voit que les Russes
sont relativement calmes. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne s'opposent pas, ils ne critiquent même pas Israël lorsqu'il y a ce genre d'opérations qui sont en tout cas imputées à Israël par les médias étrangers en particulier, mais pas par Israël, à part à de rares exceptions près. Pourquoi les Russes s'accommodent de ce genre d'attaque israélienne ? En fait, pour plusieurs raisons. D'abord, ils comprennent, ils lisent aussi la carte géopolitique. Et il y a aussi l'autre élément bien clair, c'est qu'il y a de très bonnes relations entre Poutine et Netanyahou. Et ça compte beaucoup. Et puis, je vous dirais même en arrière-fond, et on le voit se dessiner depuis plusieurs mois, c'est qu'à terme, la présence iranienne, une présence iranienne agressive et en plusieurs lieux stratégiques, pourrait gêner le règlement quand il viendra de la solution négociée avec la fin de la guerre civile syrienne. Et les Russes risquent de se retrouver avec les Iraniens dans les pattes, si j'ose dire. Et donc, il y a eu déjà... Donc, d'une certaine manière, les Israéliens font le sale boulot aussi pour la Russie. Oui, en tout cas, les Russes comprennent que pour leurs propres intérêts, la présence iranienne pourrait être à un certain moment bien gênante. Il y a eu d'ailleurs des affrontements ces derniers mois très limités, mais où des commandos russes et des avions russes ont dégagé des forces iraniennes qui les gênaient. Et il faut aussi noter, sur ce point qui est important dans le panorama qu'on essaie de dresser ensemble, c'est que la priorité de cette guerre entre deux guerres, une guerre entre, si vous voulez, donc des guerres ouvertes, eh bien, c'est qu'elle fait la quasi-unanimité au sein de l'establishment militaire israélien sécuritaire, un phénomène assez rare, c'est-à-dire que tout, aussi bien Benny Gantz, qu'évidemment Benjamin Netanyahu et d'autres têtes de pont du leadership sécuritaire israélien sont tout à fait décidés, sont sur la même longueur d'onde pour dire que c'est une priorité pour Israël. Alors, parmi les grands développements, bien entendu, de ces derniers mois, il y a les accords d'Abraham. Et aujourd'hui, dans la conjoncture internationale actuelle, avec l'arrivée de Joe Biden, on peut se poser la question. D'abord, on peut se poser plusieurs questions. La première question, ça pourrait être de savoir est-ce que Joe Biden peut remettre en cause ces accords. Mais la véritable question, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui, il y a une forme d'alliance consolidée entre Israël et les Émirats et les pays du Golfe Persique pour, on va dire, déconnecter des Américains, essayer de former un front qui puisse s'opposer à toute initiative militaire iranienne. Alors, dans ce tableau un peu macro que nous faisons des grandes tendances, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle de toute la région, il y a une course de vitesse ou une contradiction, je dirais, entre la dynamique des accords d'Abraham, que vous citez, et l'agressivité redoublée de l'Iran. Et en fait... ça veut dire que c'est les bases communicants, plus il y a de rapprochement entre Israël et les pays du Golfe, et plus l'Iran les Iraniens se sentent menacés. Et en fait, pour prédire ou entrevoir ce qui pourrait se passer, tout va dépendre de plusieurs critères. Tout d'abord, de ce que l'Iran voudra ou pourra faire dans ses surenchères et ses velléités d'affrontement, puisque je rappelle que les Iraniens non seulement interviennent en Irak, déploient des missiles, on a parlé de 200 missiles à longue portée qui pourraient toucher Israël à partir de l'Irak. Ils ont aussi bombardé l'Arabie Saoudite, ils sont présents dans le Golfe Persique, au Yémen, où ils font tirer sur l'Arabie Saoudite, en Syrie, on vient de le dire, et aussi, ils pourraient aussi tirer sur Israël. Donc ça dépendra, si vous voulez, cette course de vitesse entre le rapprochement israélo-sunnite avec ces pays dits modérés de l'islam sunnite et d'autre part les velléités de guerre, les bruits de bottes qu'on entend du côté de l'Iran, tout va dépendre de ce que, comme je viens de le dire, de ce que pourra faire l'Iran, et deuxièmement et surtout, on en parle moins maintenant, de ce que va décider l'Arabie Saoudite. Parce que si l'Arabie Saoudite, après ses hésitations liées au départ de Trump et d'autres incertitudes, a préféré ne pas rejoindre les accords d'Abraham, ça reste à l'ordre du jour. Et si l'Arabie Saoudite se décidait, alors qu'elle coopère militairement avec Israël au niveau du renseignement, au niveau diplomatique, mais si le Riyad fait le pas de rejoindre les accords d'Abraham, là, on aura affaire à un changement majeur. Et à vrai dire... Vous pensez que c'est possible même sans le feu vert des Américains ? Écoutez, les Américains, enfin, à vrai dire, c'est plutôt Riyad qui est réticent parce qu'il attendait que Biden... Riyad, c'est plutôt par rapport au roi Salman, la différence de génération entre Seul, ça, c'est la raison intérieure, l'hésitation saoudienne, mais la raison globale aussi, c'est que les Saoudiens attendaient que, comme le verdict des urnes a donné une défaite à Trump, une victoire à Biden, ils attendaient que Biden arrive et se situe par rapport à ses exigences, celles du Parti démocrate, qui met toujours l'accent sur les droits de l'homme. D'ailleurs,
par rapport à l'Arabie Saoudite. Il le met d'ailleurs beaucoup plus dans le cas de l'Arabie Saoudite que dans le cas de l'Iran, ce qui est quand même assez étonnant. Mais en tout cas, il y a une position attentiste. Il se peut que si Biden rassure les Saoudiens en considérant que oui, ça serait important pour la stabilité de la région que l'Arabie Saoudite rejoigne l'accord d'Abraham, ce serait un pas très important. Alors justement, on va parler de l'administration Biden. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, on va dire après un mois après l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, que cette nouvelle administration va tenir compte des changements qui sont intervenus au cours des 5 dernières années, depuis le vote, en tout cas depuis la conclusion de l'accord de Vienne? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est apparemment ce qui se précise, les Américains tiendront compte de l'avis des Israéliens, tiendront compte de l'avis des Saoudiens, des pays du Golfe, dans un accord futur avec l'Iran? Écoutez, dans toute politique étatique, il y a des éléments, je dirais, idéologiques. Alors évidemment, c'est un tournant, le départ de Trump et l'arrivée d'un démocrate entouré d'une équipe, disons, très marquée au plan idéologique, pourrait nous inquiéter. Est-ce qu'ils ne vont pas mener une politique systématiquement inverse à celle de Trump? Mais la question, c'est non, parce que de la même manière que je disais tout à l'heure, la géopolitique a horreur du vide, la politique aussi horreur du vide. C'est pas parce que une autre équipe est arrivée que tout va changer radicalement. On a vu sur plusieurs dossiers que, bien sûr, il y a des déclarations d'intention, mais par exemple, en ce qui concerne les Iraniens, par exemple, le dossier des missiles balistiques, voilà. C'est quelque chose qui n'était pas dans l'accord de Vienne et qui s'est avéré être, même les Français, les Européens le reconnaissent. C'est quelque chose d'important à les Américains sont prêts à reprendre des négociations avec les Iraniens, mais pas en abaissant la garde. C'est-à-dire qu'une des déclarations importantes, prise de position importante de ces derniers jours, c'était la décision il y a 8 jours, par une déclaration d'ailleurs de Biden, d'expliquer que les États-Unis ne lèveront pas les sanctions imposées par Trump pour faire plaisir aux Iraniens, tant que les Iraniens n'arrêteront pas la course rapide qui mène à l'enrichissement d'uranium. Et donc Biden ne baisse pas pour l'instant la garde, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fera pas plus tard, mais quand même il y a une prise de conscience des réalités, aussi bien la dynamique positive des accords d'Abraham que du danger iranien. Les États-Unis tirent aussi l'expérience de leurs déboires passés. Ils ne veulent pas se faire rouler dans la patte, surtout à l'heure où, comme on le disait, ils voient bien la réalité. Les Iraniens mènent, ce sont eux, les Iraniens, qui quand même mènent le jeu et rythment ce jeu. Ils continuent d'enrichir de l'uranium. Ils refusent, ils limitent les inspections de l'AEIA, comme on disait tout à l'heure. Ils poursuivent leur programme de fabrication de missiles. Ils continuent leur monnaie terroriste régionale et en plus dans un contexte où je rappelle qu'en septembre dernier l'ONU a voté la fin de l'embargo des échanges d'armes avec l'Iran et donc il y a aussi des violations des droits de l'homme. Bref, l'administration Biden a la partie pas facile. Alors il nous reste encore 2 minutes pour clore cette conversation et je voudrais qu'on aborde un sujet puisqu'on a parlé de la Russie, on parle moins de la Chine, mais la Chine elle aussi est en train peut-être de s'implanter dans la région et en particulier en Israël, ce qui ne fait pas plaisir beaucoup aux Américains. Oui, déjà du temps de l'administration de Trump, je vous rappelle qu'à ce propos, comme la Chine construit des infrastructures importantes dans lesquelles à Haïfa, le port de Haïfa, d'Ashdod, les États-Unis ont voulu que se crée un comité de contrôle, disons, des investissements et des implications sécuritaires des investissements chinois dans notre pays. Mais en fait, la Chine a une politique, contrairement à la politique spectaculaire de la Russie qui s'implante avec son armée, la Chine s'implante en silence dans la région. Je citerai deux éléments. Les priorités économiques et financières de la Chine sont bien plus importantes et bien plus massives que celles de la Russie, avec les fameuses nouvelles routes de la soie dont on a parlé dans notre émission. Dans 53 pays asiatiques, moyen-orientaux et la Corne de l'Afrique et aussi de l'Europe méditerranéenne, la Chine est présente. Et puis surtout, il y a une présence aussi militaire chinoise sélective, mais qui sait aller droit au but. Il y a une première base militaire chinoise à Djibouti. Et puis surtout, il y a un accord qui inquiète beaucoup les Israéliens, dont on ne parle pas trop, un accord cadre de défense Chine-Iran portant sur une énorme aide militaire chinoise à Téhéran à hauteur de 400 milliards de dollars sur 25 ans. Donc on a là quelque chose de tout à fait dangereux. Eh bien, Richard Darmon, merci pour ce tour d'horizon de Proche-Oriental. Qu'on va essayer de faire tous les 2-3 mois. Voilà, c'est important de faire le point, de dresser un bilan de ce qui se passe ici dans cette région toujours mouvementée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio.